Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous retrouve avec plaisir, moi je ne vous vois pas mais vous me voyez, pour une conférence de Bruno Doucet et Muriel Sachs autour d'un événement qui commence à devenir ancien maintenant, mais que certains d'entre vous se rappelleront sûrement. En 1967, la dictature se mettait en place en Grèce sous le régime dit des colonels. Parmi toutes les personnes qui en ont souffert, un poète en a souffert puisqu'il a été incarcéré. Il s'agit de Yannis Ritsos. Et c'est autour de ce poète que Bruno Doucet a composé un livre, un roman, qui est sorti le 7 janvier de cette année, en 2021, et que je vous recommande fortement parce que ça nous rappelle quand même qu'à certaines époques, eh bien, le bruit des bottes n'était pas si loin que ça. Merci Bruno et merci Muriel, et bonne conférence à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ou d'être accueilli par vous, je ne sais pas très bien comment il faut dire dans pareilles circonstances, pour ce qui est ma seconde conférence ou visioconférence de l'Université permanente de Nantes pour cette année universitaire. Les circonstances sont particulières, pour ne pas dire difficiles, mais elles ne m'empêcheront pas de vous souhaiter très chaleureusement, ainsi qu'à vos proches, une belle et heureuse année 2021. Elle commence certes difficilement, mais nous allons vers les beaux jours. Voilà. Je voudrais dire un mot pour remercier toute l'équipe de l'UP de rendre possible ce pis-aller qui finalement est assez intéressant des visioconférences. Intéressant parce que ça permet de les ouvrir à un public peut-être plus élargi. Je pense bien sûr à sa directrice Gwenaëlle Le Dreff et son équipe, Cécile Estrade, Thibaut Grasset pour la technique que je remercie très, très chaleureusement. Alors, je vais laisser la parole à Muriel Sachs, qui est à côté de moi pour la deuxième fois cette année, qui va vous dire quelques mots de la collection Sur le fil qu'elle dirige. Voilà, Muriel. Merci, bonjour à tous. Et donc, me revoilà comme directrice de collection. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un roman, ou plutôt je vais faire parler son auteur d'ailleurs, qui s'appelle Ne pleure pas sur la Grèce et qui est écrit par Bruno Doucet. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je voudrais juste vous dire un mot sur cette collection. Vous voyez cette couverture, j'en ai quelques autres avec moi. Je vais vous montrer ça mieux avec un PowerPoint. Ce livre, Ne pleure pas sur la Grèce, c'est le 7e livre d'une collection qui s'appelle Sur le fil. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fil et pourquoi sur le fil? Eh bien parce que le point commun des 7 romans dont il s'agit, c'est que le personnage principal est toujours un ou une poète au croisement de la grande histoire. Il se trouve sur le fil de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire le croisement de la grande histoire? Ça veut dire qu'il est là à un moment important de notre histoire contemporaine. Et ces romans, ce sont des romans, ce ne sont pas des biographies, ce sont vraiment des romans, nous permettent à la fois d'entrer dans ce moment particulier de l'histoire qui est raconté par l'auteur, et puis d'entrer également dans la conception poétique qui se passe pour ce personnage à ce moment-là. Rapidement, très rapidement, je voudrais partager avec vous les couvertures des 6 premiers livres. Alors voilà, les 6 premiers de cette collection Sur le fil, vous les avez là sous les yeux. Le premier roman, écrit par Didier Deninx, Caché dans la maison des fous, mettait en scène Paul Éluard, qui pendant la guerre était résistant et qui était caché dans un hôpital psychiatrique. C'est ce que raconte ce roman. Éluard au milieu des fous qui eux-mêmes étaient pris en charge par des résistants, les psychiatres en question. Le carnet retrouvé de Monsieur Max, on en reparlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure, c'est le faux journal intime de Max Jacob avant son arrestation et jusqu'à sa dernière heure à Drancy. C'est un roman écrit déjà par Bruno Doucet. Ces 2 romans-là se passaient en 1943. Le troisième, Les obus joués à pigeon-vol, cette fois c'était Apollinaire dans les tranchées, que mettait en scène tout aussi brillamment Raphaël Jérusalemi, les tranchées évidemment de 14-18.
Ensuite, nous avons eu Isabelle Lacan qui nous a fait revivre les dernières heures de Robert Desnos au camp de Térésine avec Ombre parmi les ombres. Et puis Nimrod nous a emmenés alors beaucoup plus loin et en même temps plus près de nous au niveau chronologique, puisque ça se passe dans les années 60 avec la poétesse Ingrid Jonker en Afrique du Sud. Ça se passe aussi dans les 90 avec Mandela, L'enfant n'est pas mort. Et là, cette fois, le moment de l'histoire, c'était la lutte contre l'apartheid. Et puis le dernier qui est sorti en janvier l'année dernière, écrit par Fabienne Juel, La Malmort entre les dents, où là, vous voyez Tristan Corbière, qui est au milieu d'un événement tout à fait méconnu, malheureusement, de l'histoire de France, qui est le grand massacre des Bretons à Conly. Alors, un mot pour vous dire que je m'étais promis d'inviter Fabienne Juel à l'UP de Nantes en présentiel. Ça n'a pas été possible cette année, mais j'espère que nous pourrons le faire l'année prochaine. Voilà, donc des Bretons recevront une Bretonne pour parler justement de cet épisode assez extraordinaire et peu connu de l'histoire de la Bretagne au XIXe siècle. Voilà, alors donc aujourd'hui, voici la couverture du roman qui nous rassemble, Ne pleure pas sur la Grèce, et le personnage principal est Yanis Ritsos. Et l'époque, ça se passe pendant la dictature des colonels. Avant de parler du roman lui-même, j'aimerais bien que Bruno vous présente un tout petit peu le personnage pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ou pas assez bien Yanis Ritsos, le grand poète grec. Merci Muriel. Alors, Yanis Ritsos, pour ceux qui suivent mes conférences depuis plusieurs années, vous savez qu'il est l'un des grandes figures de mon panthéon personnel, puisque je me réfère souvent de sa poésie, que je lis depuis des années. Yanis Ritsos est né en 1909, le 1er mai 1909. Alors j'ai envie de dire, c'est important, il n'a pas choisi le jour de sa naissance, la date de sa naissance, mais le fait que ce poète soit né le 1er mai, c'est quelque chose de très intéressant. Ça l'est pour nous, parce qu'en Grèce, la signification de ce jour est la même, peu ou prou, mais ça l'était également beaucoup pour lui. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il est né à Monemvasia, au sud-est du Péloponnèse. Monemvasia, c'est une presqu'île fortifiée. Il y avait bien sûr un bastion, mais il y avait surtout la ferme de ses parents. Il est né dans une famille de riches cultivateurs, de lointaine origine vénitienne. Et donc, on pourrait dire que ce poète, Yanis Ritsos, naît avec une petite cuillère en argent entre les mains. Mais voilà, quelques années plus tard, il est obligé de faire des petits boulots dans les rues d'Athènes pour gagner sa vie et ne pas mourir de faim, parce que sa famille a absolument tout perdu. C'est ce qui est raconté dans auquel j'accorde un prix considérable, qui est le recueil Symphonie du printemps, qui est un texte de jeunesse qui parle de cela, et j'en parle dans la préface du livre. Alors, que s'est-il passé pendant cette enfance? Eh bien, on pourrait dire que la famille Ritsos est frappée par une espèce de malédiction, un peu comme ces malédictions qui frappent des grandes familles grecques de la mythologie, je pense aux Atrides ou d'autres. Triple malédiction en vérité. D'abord, il y a un drame personnel. Un jour, le grand-père, le patriarche de la famille Ritsos, est assassiné sur ses terres par des brigands de passage pour quelques drachmes. Voilà. Et puis, la mort de ce grand-père, cet assassinat, c'est un peu comme si un verrou avait sauté et que le vent du malheur parvenait ensuite à s'engouffrer dans la grande maison, dont Yanis Ritsos dira très vite que c'est une maison morte. Seconde malédiction, la ruine économique. Le père de Yanis Ritsos, pris par la boisson et la passion du jeu, va vendre des arpents de vignes, des arpents d'oliviers, des fermes, des terrains tout entiers, jusqu'à ne plus avoir que le petit clos de la ferme familiale. Cette histoire pour lui se terminera très mal, puisqu'il sera interné dans un asile psychiatrique non loin d'Athènes, et que Yanis dira à sa sœur Lula ne va pas le voir,
il ne fait plus partie du monde des vivants. Donc il y a là quelque chose, le spectre de la folie qui va peser très lourdement sur cette enfance. Troisième malédiction, la maladie. La famille Ritsos va être décimée par la tuberculose, alors même qu'une autre maladie gangrène la société grecque de l'époque. Je vais parler de la crise économique et bientôt du fascisme. Mais la tuberculose va emporter son frère, une de ses sœurs, sa maman, ses tantes, ses frères, ses tantes, ses cousins, etc. Donc c'est toute la famille qui est décimée. Et comme je vous le disais il y a un instant, quelques années plus tard, Ritsos, Yannis et sa sœur Lula, qui est, je crois, de 2 ans son aînée, se retrouvent seuls comme 2 petits orphelins dans les rues d'Athènes, évitant de mendier leur vie en multipliant des petits bouts. Une chose qui est racontée dans mon roman, c'est cet épisode qui a beaucoup marqué la jeunesse de Ritsos. Un jour, sa sœur Lula épouse un homme un grec, qui était un ancien valet de la ferme de ses parents, qui est certain qu'il va faire fortune en Amérique. Et elle le suit, elle l'épouse, et ils partent en Amérique. Mais le voyage tourne mal. La misère là-bas est encore plus grande qu'en Grèce pour eux. Et elle revient un an et demi plus tard, seule avec un enfant sur les bras, et elle a perdu la raison. Yannis n'aura pas d'autre solution que de la faire hospitaliser. Et ce sera pour lui un drame renouvelé parce qu'il revit en quelque sorte l'internement dans un hôpital psychiatrique de son père. Et il écrira à ce moment-là, c'est un jeune homme qui a 30 ans, il écrira un texte absolument magnifique que nous avons publié en édition bilingue, Le chant de ma sœur, qui est un long poème orphique dans lequel le poète cherche à raviver le cœur de cette sœur qui s'est perdue et de la faire revenir à la vie. Figurez-vous qu'elle recouvrera la raison et qu'elle sortira guérie de cet hôpital psychiatrique au bout de quelques temps et qu'elle sera tout au long de la vie de Yannis Ritsos d'un secours permanent, notamment dans les époques que je vais évoquer maintenant et qui vont suivre, c'est-à-dire celles de la prison, de l'internement, que ce soit pendant la guerre civile ou sous la junte des colonels. J'ai parlé du 1er mai. Il y a une date qui est importante dans la vie de Yannis Ritsos, c'est le 1er mai 1936. Il est à Athènes et au lendemain de ce 1er mai, jour de manifestations qui se sont un peu envenimées dans toute la Grèce, mais notamment à Thessalonique, où les ouvriers des manufactures de tabac sont descendus dans la rue, eh bien, Yannis Ritsos achète le journal et découvre une photo qui le bouleverse, la photo d'une mère dans la rue, à genoux, en larmes devant le cadavre de son fils qui a été tué par la répression policière de cette manifestation. Il écrira à ce moment-là un texte bouleversant, Épitaphios, épitaphe, un texte sur la mort de ce jeune syndicaliste battu à mort et sur le chagrin de cette mère. Ce texte sera par la suite mis en musique par Mikis Theodorakis et puis, vous le connaissez peut-être, chanté par des grandes voix de la chanson grecque comme Maria Farandouri. Mais ce qui est important, et il faut le savoir, c'est que le vent du boulet va passer très près de la tête de Yannis Ritsos. Le texte sera censuré, saisi. Il est publié dans les journaux, ce texte. Il sera, et puis une plaquette va être publiée. Il sera censuré, saisi, brûlé devant les colonnes d'un temple à Athènes. Et ce jeune écrivain qui est Yannis Ritsos fait déjà partie des écrivains qui sont sur la liste noire du régime. En l'occurrence, c'était à l'époque le régime de Métaxas. Seconde Guerre mondiale, guerre civile. Yannis Ritsos, un très grand nombre d'écrivains engagés à gauche, va subir la dure loi de la dictature, puisqu'il sera déporté dans son propre pays. N'en dis pas trop. Je n'en dis pas trop, mais je parle de la guerre civile. Et donc, je parle de Makronissos, sur l'île de Makronissos, qui se trouve au large du Cap Sounion. Makronissos, si vous avez survolé la Grèce, vous ne pouvez pas, si vous avez survolé en avion cette partie de la Grèce, vous ne pouvez pas la manquer, c'est une espèce de grande épine
on dirait un immense flageolet comme ça dans la mer Égée, mais c'est juste une épine dorsale, rocheuse, austère, sur laquelle on a organisé des camps de concentration. C'est une prison à ciel ouvert. La vie y sera très dure. Il en sort indemne, sain et sauf. Et puis l'histoire va se répéter pour lui. Alors, je ne vais pas parler de la période suivante puisque c'est l'objet du roman, mais ce que je dois vous dire quand même pour être tout à fait complet, c'est ce que sera la vie de Yanis Ritsos après cette épreuve, cette double ou triple épreuve de la déportation, de l'emprisonnement, de la claustration. Eh bien, il va devenir comme d'autres écrivains, je pense à Éluard, je pense à Aragon, pour citer des poètes qui nous sont plus proches, eh bien, un grand artisan de la paix. Il va écrire sur la paix, il va faire à droite et à gauche des conférences dans le monde entier. Bien sûr, il sera invité dans des pays comme Cuba, mais il viendra en France quelques années avant sa mort. Il disparaît en 1990. Et j'ai souvent rencontré des gens qui se souviennent, même des professeurs, avoir reçu Yanis Ritsos dans leur classe de lycée en région parisienne à la fin des années 80, quelques années avant sa disparition. Vous dire encore que c'est un immense écrivain, non seulement par le volume de son œuvre. Yanis Ritsos, imaginez-vous, c'est une œuvre qui représente, je crois, environ 70 recueils. Beaucoup ne sont pas traduits en français. Beaucoup étaient encore inédits après sa disparition. De sorte que c'est une œuvre jeune, puisque très régulièrement sortent, en Grèce, mais aussi à l'étranger, notamment en France, grâce au travail des éditeurs, dont nous faisons partie, mais nous ne sommes pas les seuls, des ouvrages de Yanis Ritsos auxquels le public n'avait pas encore eu accès. Je vais citer deux exemples. La trilogie de jeunesse, ces livres publiés. Oui, si tu veux, pendant que je le raconte. Donc, des textes publiés en 37, 38, 39, Le chant de ma sœur, Symphonie du printemps. Alors, je devrais plutôt dire Symphonie du printemps, qui est le premier livre que nous avons publié en 2012. Mais c'était un inédit à l'époque. Nous l'avons publié en édition bilingue, dans une traduction de Anne Persona. Ensuite, nous avons publié Le chant de ma sœur, que vous voyez à l'écran, qui est le deuxième volume de cette trilogie que j'ai évoquée. Et puis, La marche de l'océan, qui est un texte de 39. Alors, aux marches nazies, qui commencent à battre le pavé de l'Europe de leur fond funeste, ce qui inquiète évidemment Yanis Ritsos, comme tous les démocrates, le poète objecte la marche inlassable de l'océan. Donc c'est un long chant. Ces textes ont été mis en musique par Mikis Theodorakis. Et puis nous avons publié en 2017 Balkan, qui sont des textes de la fin de la vie des petits poèmes, une espèce de chronique journalière. Ritsos écrivait tous les jours un poème, parfois davantage. Et donc, ce sont des textes de la fin de sa vie, publiés également en édition bilingue. Il faut citer deux livres que vous voyez s'afficher à l'écran, qui sont tous les deux, j'y reviendrai, importants pour nous, non seulement parce que nous les avons publiés, mais parce que nous les aimons plus que tout. Les 18 petites chansons de la Patria mère, dont je reparlerai, mises en musique par Mikis Theodorakis. Ce sont des disques que l'on peut trouver aisément. Et puis, j'allais dire surtout, Grécité, c'est la traduction du mot grec romiosini, et suivi de Après l'épreuve, traduit par Jacques Lacarrière, immense traducteur. Et c'est un livre qui avait été d'abord publié en France par les éditions Fata Morgana, que nous avons repris en édition bilingue avec des documents inédits. Bon, c'est un livre vraiment merveilleux. J'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion déjà d'en parler à l'université permanente. Le théâtre, son œuvre de dramaturge est considérable, des essais, des nouvelles. Bon, c'est un écrivain à part entière. Lorsque Odysseus Elitis a obtenu le prix Nobel de littérature pour sa poésie, sa première déclaration,
devant les micros ou les caméras de télévision qui se tendaient devant lui, c'était de dire merci pour ce prix Nobel, mais vous savez, il aurait pu être attribué à Yanis Ritsos. Voilà, je l'ai, j'en suis heureux, mais ce prix aurait pu être donné à Ritsos, tant son œuvre est importante. Je conclus ce premier temps, j'espère ne pas être trop long, en vous disant que c'est un poète immense qui fait le lien entre une culture populaire et une culture savante. C'est un trait d'union entre les deux. Ritsos est lisible par tous. Quand vous allez dans les campagnes en Grèce ou en Crète, où nous allons très, très souvent, les gens connaissent, même les gens qui n'ont pas de livres chez eux, connaissent par cœur parfois des poèmes de Yanis Ritsos. Il fait le lien aussi entre la tradition, la grande tradition écrite, celle qui nous vient de l'Antiquité, Homère avec les longs chants épiques. On trouve cela dans l'œuvre de Ritsos, mais aussi avec la musique, avec la chanson populaire, comme le rebetiko, par exemple. Et puis, il est aussi un trait d'union entre l'engagement à gauche, il était sympathisant communiste lui-même, mais la spiritualité aussi. C'est quelqu'un qui a tenu vive une spiritualité orthodoxe qui avait pour lui une grande importance. Il fait le lien aussi entre la tradition et la modernité. Il y a toute une partie de son œuvre qui est assez marquée par l'influence, par exemple, de la Russie, de Maïakovski, de cette modernité-là, mais avec un respect des grands chants traditionnels. Et puis enfin, je termine en vous disant que c'est un formidable... Ritsos, c'est le boulanger de l'espérance. C'est quelqu'un qui pétrit cette pâte de l'espérance, même au plus noir de sa vie, même dans les conditions les plus extrêmes. C'est l'objet du roman dont nous allons parler tout à l'heure, mais il ne se départit jamais de cette espérance. Je crois l'avoir lu et je l'ai écrit, je le lui ai fait dire, il n'y a pas de place dans mon œuvre pour le désespoir. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'il faut être malheureux pour écrire, Ritsos a une réponse en or. C'est-à-dire, il nous dit non, soyez des artisans de la paix. Voilà, Neruda le disait aussi. Voilà, la paix naît de la poésie comme le pain naît de la farine, ou quelque chose comme ça. Mais Ritsos dit la même chose. Il le met en œuvre dans sa vie de tous les jours, et c'est pourquoi, voilà, nous le considérons comme non seulement un cap, mais aussi une boussole. Voilà, je m'arrête là. Il y aurait encore 1000 choses à vous dire, mais nous n'avons qu'1 heure et demie. Donc, je sens que Muriel brûle d'impatience. Vous aurez noté de poser des questions. Vous aurez noté qu'une certaine passion anime Bruno quand il parle de Yanis Ritsos. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le vrai personnage, c'est-à-dire la vraie personne de Yanis Ritsos, on va partir du côté du personnage. Et avant de démarrer l'entrée dans ce roman, j'aimerais juste vous faire entendre, plutôt vous faire voir d'ailleurs, une courte vidéo pour nous mettre à la fois dans l'ambiance. Quand les étoiles pâlissaient dans le ciel, qu'une lueur rosissait à l'horizon, le poète grattait le sable à ses pieds jusqu'à atteindre le goulot d'une bouteille enfouie dans le sol. Le bouchon retiré, il y glissait le poème qu'il venait d'écrire avant d'enfouir à nouveau la bouteille emplie de ses secrets dans le ventre du rivage. Ne pleure pas sur la Grèce doit son titre à un vers écrit par le poète grec Yanis Ritsos. C'est lui qui est le personnage principal de ce roman écrit par Bruno Doucet. Souvenez-vous, le 21 avril 1967, Athènes se réveille au bruit des chars. Le coup d'État de la junte des colonels instaure une dictature militaire en Grèce. Les opposants sont jetés dans des camps aux conditions inhumaines. Yanis Ritsos, communiste et pris de fraternité, est déporté sur l'île de Léros. Sa résistance à lui, c'est la poésie. Il n'écrit pas, il danse. Ses mots tanguent sur la page. Les uns clapotent avant de disparaître, d'autres
laissent de longs sillages derrière eux. Les images se succèdent en autant de voiles emportés par le courant. S'il lui arrivait de tituber entre les pierres en remontant au campement, c'est qu'il était heureux d'avoir pu écrire sans être pris, ivre des instants dérobés à la trique et au fouet. Voilà ce qu'est le raquis de la liberté, se disait-il, songeant au poème qu'il avait dissimulé dans la terre. Sainte quotidienneté que celle de l'écriture quand elle sauve un homme de l'effondrement. Un autre personnage habite les pages de ce roman. Antoine, un jeune Français, part à la recherche du poète disparu et de l'étudiante grecque dont il est amoureux. Sa quête haletante nous plonge au cœur de l'horreur fasciste et du miracle de la grécité, l'âme grecque. Si vous êtes un amoureux de la Grèce ou de la poésie, si vous haïssez les dictateurs, si vous aimez les histoires d'amour et la passion de la vie, ce livre est pour vous. Vous n'en sortirez pas indemne. Très bien. Voilà, Donc, nous voilà de retour hein, et j'espère que vous êtes déjà bien partis en Grèce avec ces superbes images de Loukianos Arnoitakis. Alors Bruno, j'aimerais qu'on commence par faire un petit rappel historique. Alors pour ceux de notre génération, les plus âgés, peut-être que c'est encore présent, mais la Grèce des colonels, la junte des colonels, et c'est un moment terrible de l'histoire de la Grèce. Alors c'est vrai que tu as évoqué tout à l'heure un autre dictateur, Métaxas, qui était là avant, qui avait déjà jeté les intellectuels dans les camps. Mais quand arrive la junte des colonels, nous sommes en avril 1967. Tu nous racontes un peu ? Oui, 21 avril 1967, les habitants d'Athènes se réveillent eh bien, au bruit des bottes, des chars qui ont envahi les rues de la capitale. La radio est coupée, la télévision l'est également, un couvre-feu est instauré, les banques, les administrations sont fermées, interdites au public. On prie les quelques touristes qui se trouvent là de rester confinés dans les chambres d'hôtel et puis on organise leur rapatriement dans les pays d'origine. Des arrestations arbitraires se multiplient un peu partout. On en reparlera tout à l'heure. Les intellectuels, les sympathisants de gauche, les colleurs d'affiches, les syndicalistes, enfin tous ceux qui pourraient faire obstacle, et puis tous les sympathisants communistes, bien évidemment, tous ceux qui pourraient faire obstacle à la mise en place de cette dictature que les colonels ont bien préparé hein, pendant des années, sont arrêtés. Voilà. Juste un mot, peut-être vous souvenez-vous d'un film de Costa Gavras qui s'appelle Z, qui est l'adaptation du roman qui porte le même nom, bien sûr. Mais je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent hein, de ce qui s'est passé à ce moment-là, donc en avril 67, et puis de cette dictature qui s'installe pour des années. Certains d'entre vous, même peut-être, ont renoncé à aller passer des vacances en Grèce à cette époque, attendant que la démocratie recouvre ses droits et que cette chape de plomb qui s'est abattue sur le pays se lève. Voilà. Donc c'est dans ce contexte que débute le roman. Tu nous fais une petite lecture du début. C'est pas tout à fait le début, mais de ce coup d'État. Pourquoi pas. Alors, 21 avril 1967, 7h30. Le soleil se lève à peine sur les rues d'Athènes qui paraissent plus calmes qu'à l'accoutumée. Peu de voitures, peu de bruit, quelques chats autour des poubelles et sous les véhicules en stationnement, l'impression étrange que la ville ne s'est pas encore éveillée. Aux abords du Champ de Mars, un homme en tenue de sport court sur le bitume. Depuis l'annulation du marathon de la paix qu'il devait courir le dimanche 16 avril, il se lève chaque jour à l'aube et avale 10 à 15 kilomètres dans les rues d'Athènes avant de partir au travail, à l'université.
À quelques kilomètres de là, les habitants des appartements qui bordent la place Attiki s'éveillent à peine. Ceux qui ont allumé la radio ont été surpris d'entendre les mêmes marches militaires sur toutes les chaînes, comme si une suspension générale des programmes frappait le pays. Ils se sont dirigés vers les fenêtres qui donnent sur la place, balayant du regard l'esplanade et les rues qui y conduisent. Rien. Le silence couvre la ville comme une brume. Tout est calme, trop calme. Soudain, un cri déchire l'espace. « Aux armes !» Un inconnu vient de surgir à l'angle d'une rue. Bruit de bottes, claquements sourds, vociférations. « Vive la liberté !» Les crépitements d'une arme automatique réduisent l'homme au silence. Quelques instants plus tard, son corps gît dans une mare de sang au milieu de la chaussée. Un petit groupe de personnes s'est formé autour de lui. Les unes pleurent, d'autres surveillent la rue. Je passe une page. À la radio, l'émetteur des forces armées diffuse maintenant un communiqué qui résume la situation en quelques mots. L'armée a pris le pouvoir pour sauver le pays de la catastrophe. La loi martiale est instaurée à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. La circulation de tout véhicule et de tout civil est interdite dans la ville. Le feu sera ouvert sur toute personne se déplaçant après le coucher du soleil. Tout individu qui commettra une infraction sera déféré devant un tribunal militaire d'exception. La durée de l'arrestation préventive est désormais illimitée. Ça, ce sont les mots du communiqué de l'époque, quasiment textuellement. Alors, coup d'État, arrestation arbitraire, déportation, un certain nombre d'intellectuels et de militants de gauche fuient la Grèce et se retrouvent notamment en France. J'aimerais que tu nous parles d'abord de cet autre personnage qui est évoqué dans la vidéo et des autres personnages qui l'entourent. Alors, tu parles d'Antoine. Je parle d'Antoine mais et de bien sûr. ceux avec lesquels il va se retrouver. Alors, partons de Grèce d'abord, si tu veux bien. Effectivement, comme tu viens de le dire, des intellectuels, des artistes vont fuir la Grèce. Certains la fuiront un peu tardivement, comme Mikis Theodorakis, après avoir été emprisonné ou mis en résidence surveillée. D'autres partiront très tôt, sans avoir à être exfiltrés parfois par la diplomatie internationale. Mais c'est le cas, par exemple, de l'écrivain Haris Fakinos. C'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, il est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est un écrivain magnifique dont les romans étaient publiés aux éditions du Seuil, puis aux éditions Fayard dans ces années-là. C'est un écrivain qui va arriver au moment du coup d'État et qui va faire partie de cette diaspora grecque qui va décider de se battre de l'extérieur pour faire entendre la voix du peuple martyrisé par la dictature. Dans un contexte, il faut le rappeler, qui n'est pas évident, parce que les années 67, 68 en France, il y a d'autres préoccupations, vous le savez bien. Donc le regard n'est pas forcément tourné vers la Grèce, mais lui fait partie de ces intellectuels. Il va d'ailleurs fédérer des gens autour de lui qui vont vraiment devenir des militants de l'extérieur et qui combattent la dictature avec les moyens qui sont les leurs. Alors, quels sont ces moyens? Peut-être dis-nous ce qu'ils ont fait justement avant de nous parler de ton personnage. Voilà. Alors, il a créé un organe de presse qui s'intitule Athènes Presse Libre, qui est un petit journal indépendant publié en grec et en français et qui est en lien permanent avec des gens de l'intérieur qui font circuler des informations. Et donc, Athènes Presse Libre va fournir au fond va donner à la France, au lectorat français, mais aussi aux journaux français, des éléments, des données, des informations de première main, si vous voulez, sur ce qui se passe en Grèce sous le joug de la dictature des colonels. Et Athènes Presse Libre sera l'outil qui permettra à trois intellectuels, donc Haris Fakinos, que je viens d'évoquer, mais aussi Clément Lépidis, qui est un personnage très intéressant. Lui, c'est un Grec, alors plus âgé. Il est né à Paris. Il est né très exactement à Belleville. Donc, ses parents étaient des gens des petits ouvriers qui avaient fui une génération plus tôt, enfin 2 générations plus tôt même, la grande catastrophe en Asie mineure. Et Clément Lépidis est donc né à Paris. Et puis le troisième, c'est un journaliste qui, à ma connaissance, vit toujours, qui est grec et qui s'appelle Richard Sométiris. Tous les trois vont décider
d'écrire et de faire publier le livre noir de la dictature anglaise qui va paraître en 69 aux éditions du Seuil dans la collection Combat que vient de créer un grand éditeur. Ça, c'est pas de la fiction, hein, c'est la réalité historique. Le grand éditeur Claude Durand, qui ensuite va partir chez Fayard, eh bien, il va créer cette collection Combat et je crois que le livre noir de la dictature, c'est le 2e ou 3e livre de la collection Combat. Ce sont des livres aujourd'hui, bien sûr, épuisés. On ne les trouve pas facilement, mais il faut savoir que voilà, ça, c'est ce qui va se passer à l'extérieur, en France, pour venir en aide au peuple grec. Et c'est là-dessus, là, tout ce que tu viens de nous raconter, c'est du réel. Et c'est là-dessus que intervient ton personnage qui s'appelle Antoine. Alors, je ne peux pas tout raconter. Hein, non, non. Plus envie de lire le livre. Un petit quelque chose. Antoine, il a 20 ans. Il a 20 ans, il vient de Lyon. Il a pris un train à la gare de Perrache pour monter à Paris parce qu'il a arrêté ses études et il vient de trouver du travail, figurez-vous, voilà, un petit boulot, pas très bien payé, dans une maison d'édition. C'est souvent comme ça, dans les maisons d'édition, c'est pas toujours très bien payé. Alors, cette maison d'édition, eh bien, vous l'avez déjà deviné, hein, donc là, tant pis, je le dis. Tu peux juste dire ça. Ouais, c'est celle qui va, bien sûr, publier le livre noir de la dictature en Grèce. Et Antoine, voilà, va apporter une toute petite contribution à ce livre. Alors, peut-être que tu pourrais nous parler d'un autre personnage, qui est la lumière de ce livre, peut-être. Alors, vous savez, quand vous parlez d'un garçon de 20 ans, c'est pas rare qu'il y ait une fille de 20 ans. Figurez-vous qu'après avoir obtenu son bachot, lui qui a interrompu ses études, donc son bac, il l'a obtenu 2 ans plus tôt, et il s'est offert un voyage en Grèce à une époque où c'était encore possible. On est là au cours de l'été 66. Et il est allé en Crète. Et il est tombé amoureux d'une fille en Crète qui s'appelle Photini. Qu'est-ce que ça veut dire en grec, Photini? Photini, c'est la lumière. C'est pour ça que je parlais de la lumière de l'histoire. Et c'est la lumière. Tu nous lis un passage peut-être plutôt. Ouais. Mais alors, bien sûr, il est séparé d'elle. Alors, j'ai prévu plusieurs petits fragments autour de ce personnage. Donc, nous sommes d'abord à Paris, et c'est Antoine qui parle. Le soir, dans ma piole du quartier latin, je relisais les lettres que Photini m'avait adressées quelques mois auparavant lorsque je vivais encore chez mes parents à Lyon et que je m'accrochais tant bien que mal à mes études. Je l'imaginais à l'université, vibrante de passion pour les cours de littérature, dans les tavernes populaires, écoutant du répético tard dans la nuit, avec des camarades qui voulaient refaire le monde. Je la voyais dans sa chambre du quartier Analypsie à Héraclion, là où nous avions passé de longues heures à discuter et lire de la poésie. Ses livres sur l'étagère, cette photographie de Yanis Ritsos découpée dans le journal qu'elle avait fixé au mur, le petit bureau, la lampe, la chaise en paille, cette porte en bois qui grince dès que le vent se lève. La grande manif du 21 avril 1967 à Héraclion, je sais qu'elle y était, sans réserve, avec de l'enthousiasme à revendre, comme la majeure partie de ses camarades. Au milieu de la foule, Photini est parvenu à retrouver un noyau d'étudiants. Pas question de se regrouper en grand nombre en tête de cortège. La consigne donnée est claire, elle sera respectée. C'est au milieu des autres que nous devons défiler. Ce combat n'est pas seulement celui des étudiants, il est celui de tous. La défense de la démocratie n'a que faire des corporations. Photini est entourée de 1000 visages qu'elle ne connaît pas mais qui scandent les mêmes slogans. Autour d'elle, dans le rassemblement bigarré de ce vendredi contestataire, des maçons venus des quartiers populaires, des pêcheurs qui ont abandonné leurs filets sur le port, des paysans surgis des villages environnants, des nourrices qui donneraient le sein en marchant s'il le fallait, des professeurs, des cafetiers, des avocats, des petits commerçants, des boulangers, des plombiers, des fileuses, des rémouleurs, des meuniers, des lavandières, des chiffonniers, des syndicalistes qui collaient hier des affiches, de simples pères de famille, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, et la foule immense des anonymes, des sans-grades, des petites gens qui ne savent pas ce qu'ils mangeront demain, mais qui ne veulent plus ni de guerre civile, ni de dictature. Toutes celles et ceux pour qui la liberté de penser et d'agir
est aussi importante que le pain. L'ai-je rêvé, cette Fotini, que la solidarité populaire tenait vive? Non. Elle était ainsi lorsque nous nous sommes rencontrés en Crète au cours de l'été 1966, lorsqu'elle m'écrivait avant le coup d'État pour me parler de ses études, de ses passions, de son engagement en faveur de la liberté. Elle était ainsi lorsqu'elle me lisait les poèmes de Yanis Ritsos, lorsqu'elle défendait l'idée du théâtre pour tous et d'une terre pour chacun. Le cortège avance lentement en direction du port, une longue marche pacifique, sans armes ni violence, habité par la seule conviction que la démocratie finit toujours par triompher du mal. Et puis, 25 pages plus loin, à cette porte qui grince dès que le vent se lève. Tandis que ses enfants se préparent à aller à l'école, Madame Adjitaki, la logeuse de Fotini, gravit le petit escalier qui mène à la terrasse où se trouve la chambre de Fotini. Et si la jeune fille était rentrée cette nuit? Si elle était revenue après 8 jours d'absence? De la terrasse, le quartier Analipsi ressemble à un village, avec ses maisons imbriquées les unes dans les autres, ses ruelles familières, le linge qui claque au vent comme claque cette fichue porte. Mais pourquoi est-elle ouverte? Fotini? Rien. La pièce est vide. Le matelas a été retourné. Des papiers jonchent le sol. Des courants d'air déplacent les pages d'un livre déchiré. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur Antoine et sur cette histoire d'amour avec Fotini, mais on comprend dans ce que tu viens de nous lire que Antoine ne sait pas ce qu'il est arrivé à Fotini sous cette dictature, et en même temps, qu'est-il arrivé aussi à Yanis Ritsos? Alors bien sûr, Yanis Ritsos est le personnage, je dirais, principal de ce livre. Et là, je m'appuie sur des éléments historiques. Forcément véridiques, mais qui sont vraisemblables et vrais. Voilà, fondamentalement vrais. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, Yanis Ritsos, lui, connaît la dictature. Il sait quel est le prix à payer lorsque l'on est arrêté, parfois torturé, interné, emprisonné dans un camp de concentration, c'est le terme qu'il faut employer, dans ces prisons à ciel ouvert que les dictateurs grecs, depuis très longtemps, ont aménagé loin des regards pour isoler les gens et parfois les faire disparaître. Il sait tout cela. Il sait aussi qu'un militant a peut-être parfois l'occasion de se cacher, qu'il peut peut-être y échapper. Il est allé à Cuba peu de temps auparavant. J'ai imaginé que là-bas, on lui avait peut-être conseillé de ne pas rentrer en Grèce. Et pourtant, il est là, il attend, il fume la première cigarette du matin. Il sait que son heure arrive. Mais le mieux, c'est peut-être de lire ce passage. Vas-y. Il avait attendu qu'on vienne le chercher. D'autres que lui seraient peut-être partis se cacher, changeant régulièrement de domicile, quémandant un hébergement temporaire chez des amis, se contentant des combles d'une maison, d'un abri de fortune à la montagne, d'une cabane de pêcheurs en bord de mer, avec la peur permanente d'entendre la police cogner à la porte en pleine nuit. Mais lui, non. Il était resté à son domicile à Athènes, une valise posée dans l'entrée, ses objets de première nécessité soigneusement rangés, un tube de dentifrice, une brosse à dents, un pantalon, une chemise, quelques sous-vêtements, un tricot de laine pour l'hiver, des médicaments, une icône. Et la conviction qu'il aurait de la chance, beaucoup de chance, si les hommes de la sûreté le laissaient emporter tout cela avec lui. Bien sûr, l'appréhension d'entendre la police arriver ne l'avait pas quitté. Il savait combien ces moments sont terribles. Le plus souvent, cela se produit à l'aube, ou une fois la nuit tombée, une voiture surgit dans la ruelle sans crier gare, les pneus crissent sur le gravier, des hommes armés en descente, des portes claquent, tandis que le moteur du véhicule continue à tourner. 10 secondes plus tard, il y a ces coups répétés à la porte d'entrée,
Des ombres noires qui se faufilent devant chaque issue possible, les armes automatiques prêts à déclencher leur furie meurtrière, ces ordres impérieux prononcés dès que vous ouvrez la porte, le canon des fusils pointé contre votre poitrine, votre cœur qui bat à tout rompre, la peur incontrôlée qui s'empare de vous, le fumier des paroles déversées sur le seuil, les chaussures que l'on enfile en hâte, la veste que l'on décroche au moment de partir, la porte de la maison qu'un officier claque sans ménagement, la voiture qui vous avale comme une gueule de métal, le départ en trombe, puis le calme qui revient dans le quartier où les voisins tétanisés poussent un long soupir en se disant « Ce n'était pas pour moi, c'est un autre qu'ils ont emmené. » Je poursuis, 3 pages plus loin. Vivre traqué comme une bête, à ça non jamais, s'était dit le poète. La guérilla urbaine, l'action clandestine, il faut un tempérament pour cela, une santé de fer, une énergie de félin, prêt à bondir pour sauver sa peau. Mais quand on a charge de famille, quand on écrit, quand la plume a remplacé le fusil, on évite les plans hasardeux qui pourraient mettre la vie des autres en danger. Le corps aussi, ce que l'on aurait peut-être fait à 20 ans, paraît inenvisageable à 50 ou 60 et l'on se dit qu'il est d'autres manières de résister. Dans le véhicule militaire qu'il avait conduit à l'hippodrome du Nouveau Falaire, Yanis Ritsos avait porté sa main à ses bronches, puis plus bas, dans cette région où son ventre le faisait souffrir. Les yeux fermés, il avait songé à celle qui resterait seule dans la maison de Karlovasi. Quand les reverrait-il? Que dirait Falitza à leur fille Eri quand ses 12 ans laisseraient éclater leur rage impuissante à l'heure des repas devant la chaise vide et l'assiette manquante? N'opposer aucune résistance, ne provoquer aucun désordre. Quand ils arrivent avec leurs armes, quand leurs bottes viennent broyer le gravier et marteler le seuil de la porte, être simplement celui que l'on emmène, sans cri ni coup de feu, pour qu'une femme aimante et une enfant dans la fleur de l'âge puissent tant bien que mal poursuivre leur existence sans être à leur tour menacées. Était-ce la lumière du matin? Tandis que le véhicule traversait la banlieue d'Athènes, Yanis Ritsos avait songé au voyage qu'il avait effectué à Cuba 1 an auparavant. Là-bas, un ami lui avait suggéré de ne pas rentrer en Grèce. Tu as connu la déportation pendant la guerre civile, tant et tant d'années sous la menace fasciste. Rien ne prouve que le brasier est éteint. Le feu peut reprendre, Yanis. Un coup militaire est toujours possible. Pourquoi ne pas te mettre à l'abri pendant quelques années? Mais il n'était pas resté. Il avait repris l'avion le lendemain pour rentrer à Athènes où se trouvait sa vie. Un livre était sur le point de partir à l'impression. Un autre, laissé en plan, attendait son retour. Et puis, qu'aurait-il fait à Cuba ou ailleurs? Comment défendre son pays en se trouvant si loin de lui? Le combat pour la liberté ne se délègue pas. Il ne réclame ni procuration ni report. Il se vit pleinement, en situation, sur la terre que le sang de tant de frères a déjà nourrie. Le poète avait alors regardé ses amis et leur avait dit « Je sais trop ce qu'est la gentillesse amère de l'exilé rentrant dans son pays. » J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le geste un peu particulier du romancier qui se met dans la peau d'un personnage. Quand tu as fait le carnet retrouvé de Monsieur Max, Max Jacob, tu t'es glissé dans sa peau, était très loin de toi, comme personnage, comme poète, comme être dans la vie. Ensuite, tu as déjà donné vie à de nombreux poètes qui chacun avait un lien particulier avec toi, Victor Hara, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, on en a déjà parlé ici. Il y a quelque chose de très particulier dans le fait de te glisser dans la peau d'Yanis Ritsos. Ouais. Alors, on a dit tout à l'heure, en tant qu'éditeur, tu l'as publié de nombreuses fois, il est un peu le pilier, le soubassement de la maison d'édition. Mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? Là, c'est une question plus intime. Hein. Lorsque j'écrivais Si tu parles Marianne, consacré à Marianne Cohn, je me disais que j'avais exactement le double de l'âge qu'elle avait en mourant. Voilà. Ça, je l'avais tout le temps en tête. Et je me disais que moi, j'avais la chance de pouvoir mener une vie longue et qu'elle était morte à 22 ans. J'en avais 44. Lorsque j'écrivais sur Max Jacob,
je savais qu'il avait 68 ans au moment de sa mort et je me disais, voilà, c'est devant moi. Mais j'étais toujours en perspective. Là, avec Yanis Ritsos, il y a une concomitance des âges, 58 ans. Voilà, j'avais conscience de cela en permanence en écrivant ce livre. Au bout de chaque ligne, il y avait cette idée que j'ai l'âge qu'il avait au camp de Yaros, puis à celui de Léros. Qu'est-ce que c'est que de fêter le 1er mai, son anniversaire, dans un camp de détention? Je l'ai même mis en scène, ça, dans un épisode du roman. Donc, je lui prête quelque chose de moi, ou plus exactement, je me mets en situation de pouvoir peut-être mieux éprouver ce qu'est la vie de cet homme de 58 ans, dont le corps est un peu usé, fatigué par la tuberculose qu'il a contractée quand il était jeune. Il a connu des années de sanatorium, etc. Mais aussi l'hématurie dont il souffrait. On lui avait diagnostiqué un cancer de la vessie. Donc il y avait cette inquiétude et la capacité surtout pour lui de surmonter cette inquiétude. Et puis Falitza, sa femme, restée sur l'île de Samos, était médecin et pouvait lui prodiguer des conseils, peut-être même lui envoyer parfois des médicaments qui ne lui étaient pas forcément toujours distribués. Donc, je crois que là, il y a quelque chose qui, pour moi, était très important, d'éprouver ce rapport au temps, d'éprouver ce rapport à l'âge, d'en faire comme un frère, au fond. Et puis, il y a Antoine. Alors, on y reviendra après, Antoine. Oui. Mais d'abord, concernant Ritsos, et concernant aussi le rapport à la Grèce, qui prend des racines. On va dire les voyage choses. Empêché. Oui, on va dire une chose très simple, c'est qu'il y est né et moi j'y renais. J'aime ce pays énormément et la découverte de la Grèce, de la Crète est concomitante à la découverte pour moi de l'œuvre de Ritsos. Concomitante à la publication des premiers livres que nous avons fait paraître en 2012. Symphonie du printemps et la trilogie évoquée tout à l'heure. Donc, c'est évidemment très important. Et le poète que tu es, en quoi et comment l'œuvre de Yanis Ritsos infuse dans ta poésie, peut-être plus que quiconque? Est-ce que tu peux le sentir? Est-ce que... Oui, peut-être. C'est difficile c'est une question difficile parce qu'on n'est jamais très bon juge ni commentateur de soi-même, hein, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais ce trait d'union dont j'ai parlé tout à l'heure, je le cherche. Disons dans un contexte francophone, je le cherche entre l'ici et d'une poésie qui s'est beaucoup cérébralisée, qui est devenue parfois très intellectuelle en France, mais qui est chargée d'émotions, de sens, de sang, de sève, dès lors qu'on s'ouvre aux richesses de la francophonie. Donc, ce trait d'union, je cherche à le faire. Et le lyrisme et l'engagement. Le lyrisme et l'engagement. De vous avez vu ce bel oiseau tout à l'heure, hein? C'est ça la poésie pour moi. J'ai déjà eu l'occasion de dire que la poésie, c'est un oiseau libre, qui franchit les frontières, qui ne les connaît pas, qui peut prendre de l'altitude et qui est en équilibre sur ses deux ailes. Et ces deux ailes de la poésie, pour moi, des grandes poésies du monde, c'est le lyrisme, c'est-à-dire l'expression de l'intime. Je crois que c'est Paul Valéry disait la transformation d'un cri en chant. C'est très beau, hein. Et la force des valeurs collectives, qu'est l'engagement, notre désir d'être au monde. C'est ça l'engagement. L'engagement, c'est un mot dont il faut se méfier, etc. Les écrivains engagés sont les premiers à s'en méfier. Mais on pourrait dire l'engagement, c'est chaque fois que ce que l'on écrit nous fait courir le risque d'être dégagé. C'est un mot à la mode, mais je m'en excuse, mais d'être dégagé. On peut être dégagé de diverses manières, hein. Mais voilà, lorsqu'on va vers un risque, qu'on l'assume et qu'on sait pourquoi on y va. Dans ton recueil, s'il existe un pays, il y a 3 poèmes consacrés à ton frère, Yanis Ritsos. Oui, alors ça, c'est écrit en 2012. Le livre est paru en 2013. 3 chants pour Yanis Ritsos et un premier chant sur Monet Vassial, enfance, et un deuxième chant sur Epitaphios, le 1er mai 1936, et le troisième sur l'île de Léros. Et là, c'est là qu'il y a les
les prémices. Pour moi, ce sont les fondations de ce roman. Oui, c'est les fondations du roman. Puis et- un an plus tard, il y a ça. Voilà, j'allais t'en parler. Alors, est-ce que tu nous en donnerais un petit aperçu? Pourquoi pas? Parce que je trouve que on a les fondations là. Ça, aussi c'est intéressant parce que c'est un. Alors, ce n'est pas publié aux éditions Bruno Doucet, c'est publié aux éditions Chênes qui font un merveilleux travail. Et c'est un numéro collectif qui s'intitule Les étapes provisoires du poème. Et c'est un numéro consacré à la Grèce et à la permanence des mythes. C'est une commande. On m'a, disons, donné quelques pages. Je pouvais faire ce que je voulais. Et c'était moi je dirais 2014, 2016, mais je l'ai écrit un an plus tôt. Alors, voilà ce que j'ai écrit, c'est les notes, je ne sais pas si vous pouvez lire le titre, pour un récit sur les années de détention d'un poète à Macronissos. C'est-à-dire que quand j'écris ça en 2015, ce sont des notes pour un roman à venir. Vous remarquerez que je ne donne pas le nom du poète, mais je n'avais pas d'hésitation là-dessus. Mais par contre, je parle de Macronissos. C'est ce que tu pensais à l'époque. Que je pensais écrire sur Macronissos et je ne l'ai pas fait. Voilà. J'ai écrit sur la période suivante. Il y a dans ton roman quelques flashbacks qui nous emmènent à Macronissos sous la dictature de Métaxas. On va dire ça, c'est un truc peut-être de romancier, c'est-à-dire qu'en choisissant une période postérieure, ça me permet d'englober la précédente par des réminiscences. Alors là, ça fait peut-être 15 pages. Non, je vais lire simplement deux petits fragments. C'est une écriture très découpée. Le début et la fin. Îlot, roc, prison, sans eau ni ombre. Un camp, la mort en bandoulière, vie terrassée. Des poutres en acier du soleil, des rats pour compagnons de cellules, des pierres pour horizon, ordre, contre-ordre. Appel à toute heure du jour et de la nuit, interdiction formelle de se rassembler, de manger ensemble, de se nommer camarades, interdiction de pétrir le pain noir de l'entraide. Alors on entre dans le pire et je lis la fin, parce que la fin c'est la victoire de la poésie, hein. C'était la victoire de la poésie, de la fraternité, de la camaraderie, enfin des valeurs aussi pour lesquelles nous nous battons. Alors je vous lis la fin. Je redécouvre ce texte que je n'ai pas relu depuis. Étonnant. Un poème sorti du camp vient d'être mis en musique. 12 autres sont traduits en français. La jeune fille emprisonnée, la jeune fille jetée au fer, comme un chiffon de nuit, voit sa cellule traversée par les lueurs de 2 lunes. Un journaliste grec en exil publie le livre noir de la dictature, sans savoir s'il reverra sa mère esseulée au pays. Dans les théâtres, les cinémas, les associations de quartier, des lectures font entendre les voix de la Grèce. Un peuple fier se redresse. Et là-bas, dans la poussière morte et les années des fêtes, dans le baraquement des officiers où la main gantée des colonels commence à pourrir, des feuilles poussent sur le manche des matraques. L'espérance mue de poème en poème. Le serpent des mots s'enroule au fusil. La flûte de roseau fait éclater le cœur des pierres. Là-bas, le nom des assassins se confond avec les excréments qui sèchent au soleil. Esquilles d'os, fragments de mémoire, débris d'humanité. Seule la voix des poètes trace dans le ciel bleu de la mer Égée une danse pareille au vol des hirondelles. C'est vraiment le palimpseste. C'est vraiment ce qui est sous l'écriture de ce roman. Hein. C'est vraiment des notes. D'ailleurs, je réalise avec consternation qu'on commence à Macronissos, mais on finit des années plus tard sous la dictature des colonels. Donc, c'est un travail. Oui, quand tu dis palimpseste, oui, je ne l'avais pas relu. Hein. Je sais. Merci. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que ça nous dit, bien sûr, les couches successives, le poète, l'éditeur, on l'a déjà dit, l'homme engagé, c'est à bien des titres, en fait, que tu es concentré autour de ce personnage avec Ne pleure pas sur la Grèce, qui est peut-être, pour moi, plus que tous tes livres, certainement celui qui est à la fois le plus intime et qui est le plus proche de ce que tu es, en fait. Par exemple, quand tu fais dire à Yanis Ritsos ceci, les doigts coupés, la langue arrachée, je continuerai à sentir la vibration du poème, elle l'accorde tendue de mes nerfs, ma résistance. Oui, j'ai failli lire ce passage tout à l'heure, je me suis arrêté avant et je me rends compte, la corde tendue de mes nerfs, ma résistance, j'ai écrit cela dans un poème il y a 25 ans.
un poème qui se trouve dans Poèmes au secret. Oui. Ou 20 ans. Voilà. Donc, effectivement, forcément, un romancier est forcément présent dans ce qu'il écrit, ne fût-ce que parce que écrire un livre comme ça, c'est des années de travail. Donc, même, on n'écrit pas tous les jours, bien entendu, mais tous les jours, vous avez cette boule au fond de la gorge de savoir si vous allez pouvoir reprendre votre écriture et aller au bout de votre effort. C'est vraiment un sacré travail, pas seulement par l'effort de documentation. Il faut arriver, il faut se mettre sur la pointe des pieds pour être à la hauteur de son sujet, mais aussi de ses personnages. Vous avez compris qu'avec Yanis Ritsos, il y a une éthique, il y a une esthétique aussi. Oui, il faut sûr. arriver à entrer dans toutes ces dimensions du personnage. Et ça, c'est un travail peut-être un peu comparable à celui que fait un comédien lorsqu'il va incarner un personnage et qu'il sait qu'il va vivre avec lui pendant 2 ans, 3 ans de représentation. C'est quelque chose de cette nature qui modifie votre psychisme. C'est-à-dire, ça modifie votre imaginaire. Il entre dans vos rêves. Il y a des moments où vous respirez comme lui, vous respirez l'air qu'il respire. Tu avais parlé de Marc Jacob tout à l'heure. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai eu l'impression de devenir Marc Jacob. Il faut être un peu accroché quand même. C'était un peu chauve même. Bon, il faut parfois être accroché correctement au rocher de son existence pour ne pas glisser. Voilà. Avant qu'on poursuive, Oui. j'aimerais bien que tu nous lises, tu nous montres justement un petit passage, un moment où tu rentres vraiment dans l'imaginaire, dans l'onirisme de Yanis Ritsos. Il faut être très profondément à l'intérieur de la peau du personnage pour passer de ces moments de récit de la prison, enfin plus que la prison, de la déportation, du camp, et puis d'entrer dans sa pensée onirique. Oui, c'est au début de la deuxième partie. On n'a pas dit qu'il y avait 2 parties très différentes. On ne raconte pas trop comment se passe le livre. Hein. Voilà. Et donc là, on entre dans quelque chose, tu as raison, qui n'est pas documenté au sens historique du terme, mais on est dans... Parce qu'il y a ça aussi dans ce roman. Il glisse lentement sur les eaux, et les eaux le regardent glisser indifférente à sa détresse. À son bord, un équipage de squelettes et de fantômes. Dans ces cales, l'espérance décomposée, la pourriture humaine, l'os et le verre, souvenir momifié des chairs qui fut si chaudes au toucher, joues, seins, cuisses, ventre qui roulaient sous la paume, frémissantes sous les caresses, rondeurs soumises à la fureur du temps. Vaisseau fantôme. Vaisseau maudit. Où iront-elles ces épaves de la mémoire quand nous ne serons plus? De temps à autre, lorsque le vent se lève et que la toile claque, le poète reprend conscience de l'endroit où il se trouve. Le bateau qui voguait dans ses songes oblique vers les profondeurs dont il avait surgi. L'eau s'y engouffre, les ponts coulent, les mâts s'enfoncent dans les ténèbres, les voiles déchirées ondoient sous la surface, puis l'ensemble du bâtiment glisse entre 2 eaux comme une immense raie. Ah, ce rêve qui semble tout droit surgi d'un opéra de Wagner. Tous les marins du monde croient à l'existence de ces vaisseaux fantômes dont l'équipage est condamné à errer sur les mers jusqu'à la fin des temps. Mais quand on les rencontre, quand notre frêle embarcation croise leur route, funeste présage, murmure l'homme qui est maintenant totalement éveillé. Avec des gestes mesurés, Yanis Ritsos vient d'allumer la bougie qui se trouve à ses côtés. Ce n'est pas la première fois que le vaisseau fantôme vient hanter ses nuits. Depuis qu'il est ici, dans l'île prison de l'Eros, l'image du bâtiment perdu en mer traverse son esprit avec la persistance d'un courant glacé. Il apparaît et disparaît en songe, laissant dans son sillage un malaise qu'une journée de plein soleil ne parvient pas à effacer. Ces fantômes, errant sur les mers, d'où viennent-ils? Ces squelettes blanchis par la chaux du temps, qui sont-ils? Ce navire à l'abandon, pourquoi traverse-t-il soudain les eaux de son esprit? Lors de ses premières apparitions, le poète avait interrogé l'angoisse dont cette image récurrente était porteuse. Puis il avait souri, presque rassuré, en songeant qu'un mythe antique visitait ses nuits, ce vaisseau fantôme. C'était le vaisseau des morts, la barque traversant le Styx, les défunts glissant lentement vers leur ultime séjour. Ce squelette drapé en capitaine à la proue du navire, c'était Charon, le fils de l'Érèbe et de la nuit, le nocher des enfers, seul capable d'aider l'âme des morts ayant reçu une sépulture à atteindre l'autre rive. Mais il avait fallu que le poète aperçoive, en s'approchant des falaises,
Une barque fracassée contre les rochers de l'île pour que les réminiscences de la mythologie laissent place à une interprétation plus violente. Le vaisseau fantôme qui hantait ses nuits. Depuis qu'il avait été transféré à l'Éros, c'était la nef des exilés. Le cargo des immigrés perdus en mer, une de ces embarcations de fortune dans laquelle des hommes, des femmes et des enfants s'étaient entassés avec l'espoir d'atteindre l'autre rive. À l'instar de Kos, sa proche voisine, l'Éros était un lieu de passage depuis la nuit des temps. Grecs de Smyrne et d'Antalya, Turcs, Syriens, Juifs en exode, Palestiniens de la Nakba, Arméniens fuyant le génocide, combien d'entre eux avaient sombré en mer Égée sans parvenir à atteindre la baie de Linda? Combien de corps sans sépulture dans les eaux turquoises de la Méditerranée? Oui, ce sont eux, et eux seuls, qui hantent mon sommeil, s'était dit le poète en observant sous un apic de 30 mètres les restes de la barque écrasée contre les récifs. Adieu, naufragé d'avis qui passait dans mes songes comme vous passâtes hier à proximité des côtes du Dodécanèse sans parvenir à accrocher de votre bras la roche qui vous aurait sauvé. Adieu, frères et sœurs qui ne demandiez que l'asile et cette maigre place où dormir sur la terre ferme quand vos barques de misère s'en allaient vers les grands fonds. Adieu, enfants innocents, petits anges gorgés de nuit qui ballotteraient à jamais dans le ressac. C'est difficile de lire pour moi. Alors moi j'aime particulièrement notamment ce passage que tu viens de nous lire et je pense que vous aurez entendu évidemment les résonances contemporaines dans ce passage. Et il y en a d'autres dans le livre. Encore une fois, on a décidé pendant cette rencontre, cet entretien, de ne pas tout vous dévoiler. Donc évidemment, on va garder un certain nombre de petits secrets du roman. Mais bon, pour ceux d'entre vous qui y plongeraient, vous verrez à quel point, et moi je fais une petite parenthèse, là c'est vraiment la collection sur le fil qui parle, c'est que vous verrez à quel point tout en plaçant ses personnages dans une époque déjà ancienne, Bruno, en nous racontant tout cela, nous parle d'aujourd'hui. Je crois que c'est tout à fait important que chacun des moments historiques que ces romans et ces poètes nous dévoilent, enfin les poètes personnages, eh bien en fait nous aident à éclairer notre présent. Donc c'est particulièrement puissant dans Ne pleure pas sur la Grèce. Vous l'avez entendu là avec cette hallucination de Ritsos avec les naufragés oui, de toute époque. On n'a pas préparé cette rencontre, donc je ne savais pas où tu m'emmènerais par tes questions, Muriel, mais ce que tu dis là est très très important pour moi, pour nous. Je sais que dans ton travail de romancière, c'est la même chose. C'est-à-dire s'intéresser à l'histoire, fût-ce une histoire qui remonte à 50 ans, n'a de sens vraiment pour nous. Je crois que si ça permet d'éclairer le présent et peut-être d'agir sur le présent. Donc il y a dans le monde dans lequel nous vivons des choses que nous trouvons injustes, difficiles, qui ne nous conviennent pas. Et notre manière d'éveiller peut-être les consciences, c'est d'écrire. Et les fictions servent à cela. Je crois qu'elles ouvrent. Nous voulons ouvrir des brèches dans la pensée du lecteur. Et c'est un livre avec des brèches. Oui, on ne va pas en dire davantage, mais il y a des grandes ellipses aussi. Il y a des moments de silence. Et ces silences sont, on pourrait dire, sont pour vous, le lecteur. Bien sûr. C'est-à-dire que, voilà, j'ai toujours cette idée, mais ça, c'est une idée de poète et d'éditeur de poète, que les meilleurs livres sont ceux dont le lecteur fait une partie. Voilà, toujours. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc avec ces sujets qui ne sont pas forcément à la mode, nous sommes les deux pieds dans aujourd'hui. C'était très important, moi je trouve qu'on puisse l'entendre. Je voudrais encore revenir sur quelque chose, parce que je ne te lâche pas comme ça. Donc l'identification à Ritsos, on en a parlé. Il y a une autre manière d'entrer dans ce roman et dans ton rapport à la Grèce. Alors là, très très différente, c'est que tu es tout aussi présent sans doute. J'aurais presque tendance parfois à dire plus, mais en tout cas au moins tout aussi présent. Avec quel est ton personnage qui est né un 3 mai dans ton roman? Oui, 3 mai. Quelle est ta date de naissance? Oui, moi je suis né le 3 mai. Il y a un de tes personnages qui est né le 3 mai. Oui, Antoine est né le 3 mai. Alors, pas la même année,
Alors, Mais il vient de Lyon, oui, c'est vrai. alors Antoine, Il arrive à Paris à l'âge de 20 ans. il a quelque chose, Antoine, d'un jeune homme qui veut à la fois bouffer le monde et qui en même temps est d'une naïveté assez importante par rapport aux réalités. Mhm. Euh, et, et je trouve qu'il y a quelque chose. On est déconnecté. Et non, comment ça se fait? J'ai l'impression qu'on est déconnecté. Non, on a eu pardon. un petit. Excusez-nous, il y a eu un petit souci. Voilà, la technique, voilà. la technique, c'est toujours La comme technique, ça. c'est un Donc peu je troublant. reprends ce que j'étais en train de Oui. dire et je disais que il y a quelque chose de très amusant, en tout cas pour moi qui ai connu aussi le Bruno finissant ses études à 20 ans à Lyon, dans l'identification qu'on peut trouver avec Antoine. Antoine a un rapport naïf, lyrique à la Grèce au début du livre. Et puis, ça évolue. Alors, oui, alors, naïf, je ne sais pas. Parce que J'étais sûre finalement, que tu n'allais pas il aimer a, ce mot-là. il a 20 ans. Voilà. Il a ce que l'on a quand on a 20 ans. C'est-à-dire des désirs, une méconnaissance de la vie, une fragilité, un enthousiasme. Tu dis, il a envie de bouffer la vie, peut-être. Une confiance. Je crois que c'est ça. Il va y aller. Hein. On va pas dire comment, on va pas le raconter, mais il va y aller. Il va tenter de retrouver Fotini. Alors, je lui ai prêté beaucoup de moi, peut-être la date de naissance, une partie de l'identité aussi, parce que je lui ai donné un nom de famille qui est le nom d'un de mes ancêtres, etc. Des origines aussi, enfin bref. Oui. Tout à l'heure, tu as évoqué ton roman Si tu parles Marianne. Si tu parles Marianne, c'est quand même une sorte de lettre de déclaration d'amour à une femme absente. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui court toujours derrière une femme absente? Ben là, je ne peux pas répondre comme ça. Ça m'est difficile de répondre comme ça. En tout cas, elle n'est pas absente. Elle est présente par les lettres. Elle est présente par la pensée. Il est relié à elle. Elle est présente aussi par ce qu'elle a semé en lui et qui germe, c'est-à-dire la poésie. Antoine, c'est quelqu'un qui va découvrir la poésie, notamment de Yannis Ritsos, dans les tavernes à Héraclion, au cours de l'été 66. Et il ne s'est pas rendu compte à ce moment-là que ce qui a été semé en lui va modifier sa vie. Mais je crois que c'est ainsi, quand on a 20 ans, on fait des rencontres essentielles, décisives, et on ne sait pas qu'elles vont changer notre vie. C'est toujours intéressant de penser les choses ainsi, de se dire que les moments les plus importants de la vie sont des moments dont le mode d'emploi ne nous est pas donné, qui parfois nous arrivent bien sûr par accident, de manière fortuite, mais qui transforment notre vie à nos dépens. Et on ne le sait que plus tard. Donc lui, il est dans cette solitude de sa petite chambre du quartier latin, avec ce travail qu'il doit faire pour cet éditeur, mais il est amoureux de cette jeune femme. Elle est perdue pour lui parce que la dictature l'a jetée quelque part et qu'il ne peut pas la retrouver. Et c'est l'absence qui est le moteur du désir. C'est l'absence qui va être le moteur de l'action qu'il va accepter de mener. Mais il y a aussi les figures tutélaires que sont celles de l'éditeur, celles des deux écrivains, Clément Lépidis, Haris Fakinos, de manière différente parce qu'ils ne sont pas de la même génération. Tout cela, moi, je l'ai très fortement ressenti. Là, en écrivant ça, j'étais vraiment Antoine. Et puis, dans la deuxième partie du roman, c'est autre chose. Ce sont d'autres figures tutélaires qui vont prendre le relais puisqu'on n'est plus tout à fait en France. On n'est plus en Encore France. Un mot sur la relation d'Antoine et de Fotini. C'est elle aussi qui l'emmène vers la langue grecque. Et qu'est-ce que c'est ton rapport à la langue grecque? Je ne vais pas répondre à cette question comme ça. J'ai envie de dire que Fotini est la part manquante de la vie d'Antoine et elle est un peu la part manquante de mon livre puisqu'elle apparaît un peu en creux, mais elle est très importante. C'était l'idée quand même que dans cette nuit, il y a une lumière et que la lumière n'a de sens que par rapport à la nuit et donc elle est ténue, cette lumière, mais elle irradie fortement et
Et peut-être que je n'en ai pas fini avec l'histoire de Fotini. Hein, voilà. Alors, mon rapport à la langue grecque, j'aime cette langue, je ne la parle pas pour l'instant, sauf pour survivre dans les tavernes. Voilà. Mais en réalité, j'aime la musique de cette langue. Et puis, en tant qu'éditeur qui publie des auteurs venant du monde entier, je travaille sur d'autres langues, des langues que je ne maîtrise pas, mais dont j'accompagne la traduction. Et ça, ce bruissement de l'autre langue est quelque chose de très, très, très important pour moi. Il y a la langue, mais il y a, comment on pourrait dire ça, le génie d'un peuple, l'identité d'un peuple et comment on ressent les choses. Donc, on peut ne pas parler une langue et se sentir relié ou se sentir grec et ne pas parler le grec. C'est par exemple un malentendu que nous faisons trop souvent avec les gens qui viennent chez nous. C'est pour ça que nous les accueillons mal. Ils peuvent ne pas parler notre langue, mais épouser nos valeurs. Mais l'inverse est vrai aussi. Ils peuvent parfaitement parler notre langue. Et ne pas les épouser. Et ne pas les épouser du tout. Donc, on est souvent piégé par cette question de la norme, comme on est piégé parfois par la norme écrite, etc. Donc, voilà. C'est pas tout à fait le sujet du roman, mais c'est une question intéressante. Non, mais ne pleure pas sur la Grèce. Est-ce que tu pleures sur la Grèce? Non, pas du tout. Non. Alors. Non, pas du tout. Et je suis en admiration devant les ressources de ce petit peuple. Quand je dis petit peuple, c'est par le nombre d'habitants. Hein. Combien? 9 millions de Grecs, mais une diaspora très importante. Mais c'est un petit peuple qui a des ressources extraordinaires. Extraordinaires. Alors, bien sûr, il y a l'invention de la démocratie, toutes ces valeurs qui sont pour nous tellement importantes et qui nous viennent de si loin. Il y a cette littérature, Homère, mais pas seulement, Sappho, vous pensez Sappho de Méthylène, dont on lit les textes, voilà, ces textes sur l'homosexualité, par exemple, on a l'impression qu'ils ont été écrits pour nous aujourd'hui. Bon, et cette traversée du temps, je la trouve extraordinaire, cette capacité de résistance, cette le mot grec est vraiment très intéressant, que Jacques Lacarrière traduit par grécité parce qu'il ne peut pas laisser le mot Romiosini en titre d'un livre, évidemment, mais le mot grécité ne rend pas compte, c'est-à-dire cette capacité de résistance et cet attachement à la terre. C'est ce que j'essaie de dire dans ce fragment, la corde tendue de nos nerfs, ma résistance. Voilà. Cette âpreté aussi, cette acceptation de l'âpreté de l'existence, ce sens de la solidarité, tant de choses que nous avons vues au plus fort de la crise en Grèce, dans les années 2013-2014, dans des petits villages où les gens vraiment voyaient leur salaire dégradé, des gens qui avaient 20 ans de travail. Je me souviens d'une personne infirmière en chef dans un hôpital, 25 ans, 30 ans de carrière, elle gagnait 1500 euros, d'un seul coup elle se retrouve avec 650 euros. Et je crois que c'est toujours le cas. Et les sacs de courses avaient doublé de poids en raison de la crise parce que les vieux parents, les enfants étaient revenus vivre à la maison. Et ben les gens, on les a jamais vus se plaindre. On les a vus sourire, on les a vus inviter leurs voisins, etc. Même pendant la crise sanitaire. Même pendant la crise sanitaire, puisque nous étions là-bas pour le deuxième confinement, confinés eux aussi. On pourrait dire presque sans grande raison autre que celle de la solidarité, parce que là où nous étions, il n'y avait pas de contamination. Avec des mesures très drastiques, plus dures qu'ici, à la limite, mais une joie de vivre, un sens de la solidarité, on va dire quoi, un optimisme dont les Grecs ne se départissent jamais. Alors non, il n'y a pas d'apitoiement sur son sort pour les Grecs, et l'œuvre de Ritsos alors est vraiment emblématique de cette pensée-là. Il y a une vitalité joyeuse, contagieuse, à l'image de la musique. Et du ça, coup, c'est vraiment intéressant. sans dévoiler la fin et un des arguments du livre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ou peut-être nous lire, quelque chose plus sur ce qui se passe entre le moment où Ritsos s'est enfermé enfermé à ciel ouvert dans cette île prison, et comment la poésie vient à lui et vient à nous. Oui, alors, deux choses. Au cours du roman, donc le roman se déroule entre avril 1967 et la fin de l'année 69. Donc, c'est
250 pages pour raconter 2 ans, en gros. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de la dictature. Voilà. Il y a 3 lieux pour Ritsos. Il y a l'île de Yaros, qui est une petite île, un îlot, un bastion rocheux au milieu des Cyclades. C'est un enfer infesté de rats. Il y a été détenu. Ensuite, il est transféré dans le Dodécanèse à Léros. Donc là, on n'est pas très loin de la frontière turque. On est vraiment loin d'Athènes. Il est là, dans le camp de Léros-Parthénie. Il y a 2 camps, plus autre chose dont je ne vais rien dire maintenant. Voilà, et le lecteur découvrira. Et puis, il y a aussi un séjour de 40 jours à l'hôpital, à Athènes, pour soigner son cancer de la vessie. Pourquoi? Parce que, compte tenu de la notoriété de Ritsos, on n'avait pas intérêt à le voir mourir. Bien sûr. À le voir mourir. Il faut imaginer quand même qu'il va se passer en Grèce, sous la junte des colonels, à peu près ce qui s'est passé dans les camps nazis. Tu as cité parmi les ombres d'Isabelle Lacan. Ça se passe à Térésine. Et Térésine, c'était la vitrine du nazisme, puisqu'il y avait des missions de la Croix-Rouge internationale qui venaient inspecter. Et les nazis en avaient fait une espèce de vitrine, acceptable de la détention, alors qu'on savait pertinemment ce qui se passait derrière. Donc il y a ces 3 lieux. C'était quoi la question? Ma question, c'était pas du tout ça, mais c'est intéressant quand même. Ma question, c'était comment la poésie lui vient malgré tout, et comment elle vient jusqu'à nous. Oui, alors la poésie, sans dévoiler. Bien sûr, la poésie n'a jamais quitté ça. Il n'a jamais cessé d'écrire. Il a écrit d'ailleurs plusieurs livres pendant ses années de détention, des livres qui sont notamment publiés par notre confrère des éditions Epsilon, dans la très belle traduction de Pascal Neveu. Mais il y a aussi, on pourrait dire, une commande. C'est ça que tu veux que je raconte? Ben oui, bon. Mais à un moment donné, Mikis Theodorakis, le grand compositeur, qui est plus ou moins libre, mais qui est en résidence surveillée dans le Péloponnèse, parvient, et je ne vais pas raconter comment, à faire passer un petit mot à Yannis Ritsos. Donc, une partie de ma fiction tourne autour de cela. Je me suis servi de ce que je savais et je l'ai un peu transformé. Mais il parvient à faire passer un petit mot à Yannis Ritsos en lui disant, écoute, si tu arrives à avoir ce petit papier, sans qu'il ait été intercepté par des gardes à l'entrée de la prison ou je ne sais comment, eh bien, c'est que peut-être une information peut circuler dans un sens et peut circuler dans l'autre. Si tu écrivais un poème, un chant de résistance, que je parvienne à le récupérer, je pourrais, moi, compositeur, en faire un grand chant de résistance populaire et qui sait, nous pourrions passer par la France ou par d'autres pays pour le diffuser, le mettre en musique, parce que la musique ne connaît pas de frontières et que ce serait une formidable manière de galvaniser nos frères entrés en résistance et de redonner espoir. Yannis Ritsos va recevoir ce petit papier, il va recevoir cette demande, je ne dis pas comment, et il va écrire. Mais il ne va pas écrire simplement un poème, il va en écrire 18. Et le dernier de ces poèmes débute par ce vers « Ne pleure pas sur la Grèce ». Tu peux nous lire Alors là, on va pas tout à fait à la fin du roman, mais 50 pages avant la fin, Yannis Ritsos écrit. Qu'on le lui enlève des mains, ce carnet, qu'on le brûle comme furent brûlés les exemplaires d'Epitaphios, qu'on lui arrache les ongles, qu'on lui coupe les doigts, rien ni personne ne pourra empêcher le poème d'être poème. Les images de faire image, les métaphores de susciter des pensées qui n'ont jamais été formulées. Car Yannis Ritsos le sait, les mots creusent la nuit du camp comme le temps ronge la pierre. Bientôt, les fers tomberont. On aura beau rouer de coups les prisonniers, leur arracher la langue, couper leurs mains et leur élan. On aura beau fouiller les tentes, déplacer les murs, éventrer les paillasses. On aura beau maculer la terre de leur sang, rayer la pierre de leurs dents, tatouer d'autres mots sur leur peau. Il restera toujours une faille pour la plante résolue, une lézarde pour le poème, assez de silence pour qu'un mot venu du cœur trouve un écho en d'autres cœurs. Pour l'heure, le peuple plie sous la botte des colonels, des paysans vigoureux sont brisés comme du bois sec, des jeunes filles sont jetées au fer comme des chiffons de nuit,
Mais un jour viendra où la main gantée des officiers commencera à pourrir. Des feuilles pousseront sur le manche des matraques. Le serpent des mots s'enroulera au fusil jusqu'à briser les crosses et tordre les canons. Les noms des assassins sécheront au soleil comme des excréments, et sur le sentier de la déportation des touffes d'herbes folles viendront disjoindre les pavés de la haine. Dans le ciel bleu de la mer Égée, la voix des poètes entamera une danse pareille au vol des hirondelles. Yanis Ritsos s'est laissé surprendre. Tandis qu'il relève la tête, les pages de son carnet noirci de signes, le soleil est sur le point de faire éclater la ligne d'horizon. Il est temps de rentrer. S'il manquait à l'appel du matin, les gardes auraient au fait de le retrouver. Dieu sait ce qu'il aurait alors à endurer. Avant de faire disparaître le carnet et le crayon dans la doublure de sa veste, le poète jette un dernier coup d'œil au poème qu'il vient d'écrire. Il a alors le sentiment d'avoir atteint le point de rosée de la liberté. Ne pleure pas, sœur Agresse. Quand elle est près de fléchir, avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque, la voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil. Terrasser la bête avec la lance du soleil. Il fallait l'écrire, c'est magnifique. Pardon, je termine juste en disant, un vers comme ça, on peut le prendre comme gouvernail de ses journées tout au long de sa vie. Je crois que en toutes circonstances, ça marche. Et je me rends compte en vous disant cela que c'est un livre qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu cette année. Je n'y avais pas pensé avant, parce que je l'ai terminé peut-être au début de l'année 2020. Après, il y a eu le temps de l'édition, etc. Mais je me rends compte que c'est un livre sur la question du confinement, mais d'un confinement plus redoutable, hein, celui de la déportation et du camp. Mais c'est pas du tout un livre désespérant. C'est le livre des portes et des fenêtres ouvertes, peu à peu, par la pensée, par la poésie, par le partage des émotions et par cette langue en expansion qu'est le poème. Parce que, au fond, c'est ça, peut-être la grande leçon. C'est que d'un côté, il y a ces ordres, ces contre-ordres, cette langue de détention des colonels, qui est la réduction du message à sa plus simple existence. Les mots n'ont qu'un seul sens. Ils ne sont pas interprétables. On obéit ou on meurt. En gros, c'est ça. C'est le fascisme. C'est la réduction du message politique à une acception unique, celle de l'émetteur. Et puis, il y a le poème qui est un texte écrit par un paresseux, puisque le poète ne termine jamais la ligne. Vous le voyez bien, il y a de la place partout, il y a des blancs à compléter par ceux qui les liront. Et il y a cette langue ouverte et offerte à la liberté d'interprétation d'autrui, des mots à compléter par ceux qui les liront. Donc, un formidable espace ouvert et offert à l'autre, et puis surtout quelque chose qui fermente. C'est-à-dire, quand vous l'avez absorbé, ça ne vous lâche plus et ça grandit en vous. C'est une pâte à pain qui gonfle dans les mains du lecteur. Et c'est ça que raconte le livre, et comment, malgré la botte qui écrase, qui opprime, qui tente de réduire à néant les artistes, l'art est plus fort et finit par se relever et relever l'humanité. Voilà, c'est de ça dont j'ai voulu parler. On a besoin de la culture, peut-être. Oui. Bon. C'est un autre sujet. Voilà. Je crois que pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'assister aux conférences de Bruno, vous avez peut-être là croisé un petit peu de Brunakis le grec, et que j'espère que vous aurez envie d'aller à la rencontre de Ritsos, d'Antoine et de Fotini avec Ne pleure pas sur la Grèce. Pour ma part, je suis extrêmement heureuse d'avoir accueilli et publié dans ma collection un roman de cette nature-là. Voilà. Merci Muriel. Peut-être on a encore quelques petites minutes.
vous dire, moi, mon émotion, mais vous l'avez peut-être senti, même si c'est un peu froid de parler devant un écran d'ordinateur, mais l'émotion est grande. J'ai lu pour vous, là, pour la première fois, à haute voix, adressé à quelqu'un, même si j'écris à haute voix, mais ce texte, enfin des fragments de ce texte. Quelque part, on pourrait dire que lui aussi, le livre est un peu empêché dans la situation d'aujourd'hui, puisque moult signatures prévues en librairie, des lectures, des événements ont été annulés et le seront peut-être encore dans les mois à venir. Mais je ne doute pas que le livre, les livres puissent faire leur chemin exactement comme la parole lorsqu'elle est contrainte. La poésie sait se défaire de l'empêchement. Ça, c'est pour moi une des grandes leçons de l'existence. Peut-être ce que j'aurais découvert de plus important dans ma vie, c'est ça. C'est que la poésie peut défaire les liens qui nous oppressent, ce qui nous enferme pour en tisser d'autres, qui sont des liens qui dénoncent l'exil, qui annulent l'impact de l'exil et qui nous relient les uns aux autres. Mais qui relient aussi les langues entre elles, les continents. Au fond, les poètes sont des gens qui attachent des cordes entre les continents pour éviter que, ou les éditeurs aussi, que tout ça se déglingue trop. Hein, parce qu'on a l'impression que la tectonique des peuples est à l'œuvre, elle l'est, c'est évident, et que nous sommes là pour réaccorder cet instrument humain qui se désaccorde aussi facilement. Voilà. Tu avais des choses à ajouter? Non. Non. Alors, moi, je vais vous dire que je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour une autre conférence. Elle sera pleine d'optimisme et de saveur puisqu'elle sera consacrée au thème du désir. Elle aura lieu le jeudi, puisque ce sont désormais les conférences du jeudi, le jeudi 11 mars à 14h30, la 3e conférence de l'année à l'Université permanente, consacrée au thème du printemps des poètes. Nous ne savons pas si ce printemps des poètes va pouvoir se dérouler dans des conditions, voilà, s'il pourra tout simplement se dérouler, mais le livre que nous avons préparé est déjà là. Il s'intitule Le désir aux couleurs du poème. Il rassemble 88 poètes contemporains, français et étrangers, hommes et femmes, etc. Et je vous en ferai voir ce jour-là de toutes les couleurs. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Thank you.